Et le débrief, c'est toujours avec Renaud Pila. Et comme chaque jeudi, avec vous, Nicolas Boudot, bonsoir. Bonsoir. Conseiller en communication au sein du cabinet Tilder pour commenter les résultats de notre sondage OpinionWay pour Tilder et LCI. Avec d'abord cette question, après la séquence ordonnance, les choix du budget, du financement de la sécurité sociale. Selon vous, la politique économique va-t-elle dans le bon sens? Et voilà ce que vous, Français, répondez. Eh bien, c'est assez partagé, assez mitigé. Dans le bon sens, 30%, dans le mauvais sens, 33%. Et ce chiffre, 36%, ni l'un ni l'autre, Nicolas. Mais c'est ce chiffre de 36% qui est hyper intéressant parce qu'on ne sait pas si la majorité de Français qui a répondu est résignée, c'est-à-dire que finalement ils s'en moquent et cette politique ou une autre, finalement, c'est pas le sujet, ou bien s'ils sont en attente de quelque chose. Donc si on se place du côté du gouvernement, on risque de considérer qu'ils sont en attente de résultats. Et le président de la République lui-même, sur votre chaîne, il y a 2 semaines, a dit que d'ici 1 an et demi ou 2 ans, on verrait les premiers résultats de la politique économique. Alors peut-être qu'une partie des 36% viennent et ont entendu ce message. En tout cas, c'est à espérer pour eux. Si jamais ils sont résignés, là, c'est la démonstration que c'est un problème de pédagogie, une fois de plus, et que le gouvernement doit, une fois de plus, raconter, expliquer quel est son objectif, quel est son but. Et là, on en revient à un problème majeur qui date de l'élection présidentielle, c'est-à-dire de la campagne présidentielle. On a élu un président de la République, et bien élu, mais en mettant plutôt de côté les programmes des différents candidats. C'est une campagne un peu curieuse et un peu folle. Et donc, on a ce résultat aujourd'hui où des Français découvrent finalement au fil de l'eau quel est le cap et l'objectif du gouvernement. C'est probablement ce qui explique cette majorité de Français qui, ni l'un ni l'autre, et sont en attente et sont attentistes. C'est un gros point d'interrogation sur la politique économique du gouvernement et c'est un résultat vraiment étonnant. En attente et perdu, on a l'impression ici. Oui, c'est ce qu'on a mis. Les Français sont un peu perdus, mais en même temps, c'est un peu normal. C'est la première fois qu'on met une politique qui est soi-disant et de droite et de gauche. Donc, à partir du moment où le clivage droite-gauche avec lequel on vit tous depuis notre tendre enfance. Alors non, c'était de droite. Alors du coup, il y avait une opposition qui était claire, qui voulait faire l'inverse, qui voulait faire détricoter. Et puis après, il y avait alternance, on faisait l'inverse. Eh bien, on s'y retrouvait. Le binaire, c'est facile. Et bien là, on n'est plus dans le binaire. Même si effectivement, la politique est quand même plutôt d'inspiration libérale. Ceux qui soutiennent vraiment Macron disent qu'il est libéral de gauche. Mais effectivement, du coup, on a 3 tiers, 30% qui trouvent que ça va dans le bon sens. C'est un peu plus que les 24% du premier tour. Donc là, c'est pas mal. 1 tiers qui est contre, et puis 1 tiers, je suis d'accord avec Nicolas, mais moi je pense surtout que les Français attendent. Je pense qu'ils en ont soupé de 20 ou 30 ans d'alternance, ils se disent, bon cette fois, on va voir ce que ça donne. Et souvent on l'entend, Macron, on va voir, on le laisse faire 1 an, 2 ans, on va voir ce que ça donne. Et là je suis d'accord avec Renaud, une fois n'est pas coutume, on voit que les leaders d'opinion, les dirigeants d'entreprise notamment, et d'autres, des intellectuels, ont envie que ça marche. Ils se moquent de savoir si la ligne est de droite, de gauche, du milieu ou d'ailleurs. Ils veulent que ça fonctionne. Et ça, c'est hyper neuf par rapport au quinquennat précédent et au quinquennat encore avant. Et ça, c'est la chance de Macron. Et si on rentre dans le détail juste de ces chiffres, dans l'électorat finalement qui a voté ici, parmi les électeurs d'Hamon et de Mélenchon, plus de la moitié et qui dit que ça va dans le mauvais sens. Chez ceux de François Fillon, c'est 42% qui approuvent finalement. On retrouve peut-être une politique de droite ici. Mais on retrouve le clivage. Et en effet, sur les questions économiques... avec les efforts que fait Macron pour l'entreprise, heureusement. Et c'est vrai que d'un point de vue fiscal, si on regarde les choses vues un peu d'hélicoptère, c'est quand même une politique de droite qui ressemble à celle menée en 1986, qui est un gouvernement qui rend nostalgique les militants de droite généralement. Et d'un point de vue social, pour l'instant, il y a quelques mesures qui ont été lancées, mais qui sont moins visibles, moins lisibles. Et donc, oui, on retrouve le clivage, mais malgré tout, on sent qu'en matière économique et en matière fiscale, le clivage et l'aiguille a tendance à pencher à droite. En plus, il y a un décalage temporel. C'est vrai que les 5-6 premiers mois, et Macron l'assume, il fallait, pardonnez-moi l'expression, mettre la gomme sur la politique pro-entreprise pour essayer de relancer la machine économique. 2018-2019, ça sera plutôt le protéger. Là, on a libéré, ce sera plutôt le protéger. Formation professionnelle, logement, santé, éducation, même si sur l'éducation, attention, il paraît que dès lundi, sur la fac, on en a parlé il y a 15 jours, 3 semaines, les prérequis arrivent. Les prérequis, c'est quoi? C'est un peu de sélection. Et le protéger en Europe, à présent, c'est cette mesure très concrète, cet accord en tout cas, qui a été scellé en début de semaine sur les travailleurs détachés. Qu'en pensez-vous ?
c'est que le président s'en est félicité. Eh bien, pour les Français, est-ce que cette directive va permettre de limiter les abus liés à ce statut? Est-ce qu'elle ne changera pas grand-chose? Eh bien, regardez, c'est assez partagé, Nicolas Boudot, mais une majorité relative ne pense que ça ne changera rien. Oui, une majorité pense que ça ne changera rien, alors que la réforme de la directive sur le travail détaché, ça a été l'objet du premier discours d'Emmanuel Macron lors d'un déplacement en province. C'était à Saint-Nazaire en mai dernier. Et c'était une promesse faite aux syndicats majoritaires sur les chantiers de Saint-Nazaire de limiter le travail détaché parce qu'eux considéraient que ça mettait en cause l'existence même des chantiers et de l'industrie française en général. Emmanuel Macron a passé son été à discuter avec les Européens et là le problème c'est qu'en communication on se retrouve avec une vraie difficulté, c'est-à-dire que la lisibilité de la transformation de la directive européenne elle est quasiment impossible. Tout le monde est content, tout le monde a gagné et donc on a ce résultat où on se dit que finalement ça ne changera pas grand-chose. L'Europe de l'Ouest qui est plutôt pour évidemment cette réforme a gagné la limitation de la durée du travail détaché, là où l'Europe de l'Est, d'où viennent majoritairement les travailleurs détachés, ont gagné sur une autre partie et notamment sur les charges sociales. On verra bien ce que c'est un compromis. Mais c'est un compromis. Comme tous les compromis. Là, on a tendance à dire que, comme tous les compromis, ça risque de ne pas changer grand-chose. Est-ce que ce chiffre, en tout cas, 47% là, qui pensent que ça ne va rien changer, ça relativise la victoire affichée dans le camp de la majorité, en tout cas? Oui, mais, si je peux me permettre, c'est très important cet accord. Alors, c'est très technique, on n'a pas le temps de l'expliquer, mais je peux vous dire que Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui a été négociée des heures et des heures avec les 27, elle ne pensait pas avoir aussi peu de pays contre l'accord qui a été trouvé. Le problème, c'est que ce sont des accords qui sont si longs, c'est 2 ans, 3 ans, on négocie à 28, on va ramener à 12 mois, mais or, en général, ces salariés qui s'en vont, c'est pour 3-4 mois, donc finalement, ils ne sont même pas vraiment concernés. Avec une entrée en vigueur dans plusieurs années. Dans plusieurs années, donc c'est l'Europe, c'est très compliqué, c'est lent, mais du coup, évidemment, les Français, c'est pas concret, hein, c'est pas comme la feuille de paye, le chômage ou autre, mais sur le fond, quand même, c'est une réelle victoire quand même de Macron sur le front européen. Et c'est un marqueur fort qu'il a voulu marteler. On va passer à l'actualité politique en France. Avec cette officialisation cet après-midi, il n'y aura finalement que 3 candidats pour briguer en décembre la présidence LR face à l'archi-favori Laurent Wauquiez, la filloniste Florence Portelli et le jupéiste Maël de Caland. Ça ne passe pas en revanche pour le député du Pas-de-Calais Daniel Fasquelle, faute de parrainage valide suffisant. On a 2 opposants seulement. Quelle campagne ça va faire, Renaud? Daniel Fasquelle, qui était sur votre plateau tout à l'heure, Julien, effectivement a raté la marche. On a 3 prétendants. Laurent Wauquiez, ultra favori, élection 18 décembre. Maël de Caland, lui, le jeune de la bande, jupéiste. Alors lui, c'est la génération jeune, hein. Il veut pousser un peu les aînés. Et puis, Florence Portelli, vous vous souvenez, hein, c'était une porte-parole de François Fillon pendant la campagne de François Fillon. Elle est aussi assez à droite, hein, très à droite. Elle n'est pas très, très éloignée de Laurent Wauquiez, mais elle est pour défendre les élus contre les vieux anciens. Cette campagne va avoir lieu. Laurent Wauquiez est quand même sauvé. Il a quand même 2 concurrents. Donc, avec la ligne Maël de Caland, qui est une vraie ligne très, très différente, hein, la ligne jupéiste. Donc, heureusement pour Wauquiez, il y a au moins une campagne, si ce n'est un semblant de campagne, mais aux 2 autres de faire campagne. Vous savez, une campagne, ça fait 2-3 ans qu'on faisait des prédictions, les journalistes politiques, on s'est tous plantés. Donc à Maël de Caland de prouver qu'il peut faire trembler Laurent Wauquiez. En tout cas, Laurent Wauquiez, lui, il est déjà bien en campagne. Dans le sud-est notamment, il a été aperçu aux côtés de Michel Tabarot dans sa 9e circonscription des Alpes-Maritimes. Laurent Wauquiez sur ses fondamentaux. Tout à l'heure, j'avais un débat avec une journaliste qui me disait, et sa question était fondée, elle me disait, mais par rapport aux autres politiques, vous parlez beaucoup des problématiques d'islamisme et d'intégrisme. Oui, je confirme. Parce que je pense que ce sont des problématiques qui sont extrêmement dangereuses pour notre pays. Je pense qu'on a le pied sur une mine. Je pense que trop de politiques n'ont pas le courage de le dénoncer. Je pense qu'on est aujourd'hui sur une dérive très lourde d'un intégrisme qui est en train de prendre en otage une religion et qui peut aboutir potentiellement à l'explosion de notre pays. Nicolas, le ton est donné. Oui, le ton est donné dans les Alpes-Maritimes.
3 courants politiques de droite qui vont s'affronter, les juppéistes, les fillonistes et puis Laurent Wauquiez qui représente Laurent Wauquiez mais qui paraît majoritaire. C'est pas inintéressant, ça rappellera les primaires de l'année dernière. Ce qui est intéressant quand même, c'est de considérer que la droite est majoritaire dans l'opinion publique aujourd'hui et que voilà, il va falloir se choisir un des représentants qui sera probablement le principal chef de l'opposition. Il aura un rôle à jouer à l'Assemblée nationale, puisqu'aujourd'hui l'opposition est représentée par la France insoumise. Donc celui ou celle qui sortira de ce vote-là sera mécaniquement, compte tenu du nombre de députés, le chef de la majorité. Donc c'est finalement une élection bien plus importante et intéressante qu'on la vit. Merci beaucoup. On verra ça, Nicolas Boudot, sur LCI. Merci d'avoir été avec nous. Renaud Pilat, on se retrouve dans un petit quart d'heure maintenant pour le Ça c'est dit, les temps forts de la journée sur le plateau d'LCI. Ce sera prêt juste après le journal à 22h.